Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 10 décembre 2025, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako ce matin, où 35 degrés sont attendus comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 20 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a effectué hier une visite d'amitié et de travail en Guinée. Avec son homologue guinéen, le chef du gouvernement a abordé des sujets d'intérêt commun comme le projet d'interconnexion ferroviaire, l'opérationnalisation de nouveaux corridors de transit de marchandises et la transhumance. Les deux personnalités ont ensuite animé une conférence de presse. Nous allons entendre le Premier ministre Abdoulaye Maïga dès le début de cette édition. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 10 décembre 2025, éclairer l'opinion publique sur les efforts engagés pour combattre la corruption et la délinquance économique et financière dans notre pays, tout en ravivant la confiance entre gouvernants et gouvernés. Voilà l'enjeu de la Journée mondiale de lutte contre la corruption célébrée hier dans notre pays. Et puis chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly poursuit avec sa série de dossiers sur l'effet de brousse et leurs conséquences sur notre environnement. Enfin, en sport football, seulement 11 jours nous séparent de la CAN au Maroc. Demain, le sélectionneur national Thompson Fee dévoilera sur la première chaîne de télévision nationale dans le journal de 20h la liste des aigles. Mais d'ici là, le journaliste sportif Baba Sissouma nous aidera à décrypter le type de liste qui pourrait sortir. Et puis nous évoquerons la 6e journée de la Ligue européenne des champions qui a démarré hier. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Ali Matina. Voilà pour le sommaire. Visite d'amitié et de travail hier du Premier ministre en Guinée. Le général de division Abdoulaye Maïga a eu une séance de travail avec son homologue guinéen, Amadou Ouriba. Les deux personnalités ont évoqué des sujets d'intérêt commun et entrée à la coopération économique et commerciale. Il s'agit entre autres du projet d'interconnexion ferroviaire, de l'opérationnalisation de nouveaux corridors de transit de marchandises et la transhumance. Le gouvernement guinéen a exprimé sa disponibilité à accompagner le gouvernement malien. Aussitôt après la rencontre, les deux premiers ministres ont animé un point de presse. Nous vous proposons l'intervention du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, au cours de cette conférence de presse. Les propos recueillis par nos envoyés spéciaux, Mamadi Kone et Ali Outouré. Au nom de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, remercier très chaleureusement son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, bien entendu mon aîné, frère, son Excellence le Premier ministre Amadou Ouriba. Nous sommes là sur l'instruction du chef de l'État, le général Goïta, pour essentiellement faire le point des dossiers dans le cadre de la coopération bilatérale avec la République sœur de Guinée. Et à l'issue de cette séance de travail, nous sommes très satisfaits par rapport aux réponses qui nous ont été données, réponses très pertinentes par son Excellence le Premier ministre Amadou Ouriba et les ministres de la partie guinéenne. Ceci dit, je voudrais ici rappeler que la vision de nos deux chefs d'État est une vision qu'ils héritent eux-mêmes des pères fondateurs de nos indépendances. Je voudrais ici mentionner son Excellence au feu, le président Ahmed Sékou Touré, et son Excellence le président Modibo Keïta, qui ont tracé un sillage. Évidemment, nos deux chefs d'État aujourd'hui s'inscrivent dans la même dynamique afin de raffermir les relations fraternelles, séculaires, historiques entre la République de Guinée et la République du Mali. Donc forcément, il y a des défis. Je voudrais aussi rappeler que le Mali a toujours bénéficié de l'accompagnement de la République sœur de Guinée, en particulier durant des heures sombres. Je voudrais aussi rappeler les sanctions malheureuses, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, sanctions prises contre le Mali. Et Dieu merci, la République sœur de Guinée ne nous a jamais fermé les portes
de ce beau pays, ce qui ne se prend d'ailleurs guère. Et ceci dit, les échanges vont se poursuivre. Je pense que les points principaux retenus, c'est de redynamiser les travaux au sein des sous-commissions dans le cadre de la grande commission mixte Mali-Guinée, dans l'intérêt supérieur de nos peuples et bien entendu dans le cadre du renforcement de la vision panafricaniste, vision que nous devons matérialiser, vision construite par les deux chefs d'État de nos pays. Mais avant de terminer, je voudrais, au nom de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, formuler un vœu pieux. Nous savons que la République de Guinée s'apprête, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, à organiser l'élection présidentielle pour le 28 décembre. Nous prions le bon Dieu que cette élection soit un moment de communion, une occasion de renforcer encore la cohésion, l'unité nationale en République de Guinée. Au cours des échanges, nous avons eu également l'opportunité de transmettre notre profonde admiration à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, de l'inauguration du méga-projet de Simandou, qui fait la fierté à la fois de la Guinée, mais qui fait également la fierté de toute l'Afrique. Je pense que grâce à cette inauguration, son Excellence le général Doumbouya vient de nous donner une grande leçon de leadership. Nous qui sommes des exécutants, nous avons l'obligation de nous en inspirer afin justement de matérialiser, de raffermir davantage les relations entre la République de Guinée et la République du Mali. Voilà, le Premier ministre Abdoulaye Maïga à l'instant, en visite hier en Guinée. Le chef du gouvernement a été reçu en audience par le président de la République de Guinée, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le reportage complet dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux. Et nous enchaînons avec le reste de l'actualité à l'étranger. Et direction RDC, où le M23 soutenu par le Rwanda et son armée a pénétré hier dans les faubourgs d'Ouvira, ville stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo, située aux portes du Burundi voisin. Cette percée du mouvement met ainsi à mal un accord pour la paix récemment entériné sous les auspices de Washington. Elle intervient également près d'un an après l'offensive éclair qui lui avait permis, avec ses alliés rwandais, de s'emparer entre janvier et février des deux plus grandes villes de l'Est de la République démocratique du Congo, Goma et Bukavu. La Cour pénale internationale a condamné hier un ancien chef de milice soudanais à 20 ans d'emprisonnement pour des crimes de guerre et contre l'humanité commis durant la guerre civile. Les faits se sont déroulés il y a 20 ans dans la région du Darfour. Ali Mohamed Ali Abderrahman, également connu sous le nom de guerre d'Ali Kushak, a été reconnu coupable en octobre de multiples crimes, parmi lesquels des viols, meurtres et tortures perpétré au Darfour entre 2003 et 2004, l'homme de 76 ans est resté impassible lors du prononcé de sa peine par le juge Johanna Corner. Israël va rouvrir à partir d'aujourd'hui la principale voie de transit pour l'aide humanitaire à destination de Gaza, en provenance de Jordanie, fermée depuis plus de 2 mois. C'est ce qu'a indiqué hier un responsable sécuritaire israélien. Le point de passage d'Alembi entre la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, et la Jordanie a été fermé par Israël aux camions d'aide humanitaire fin septembre dernier. Cette fermeture est intervenue après un attentat commis par un chauffeur de camion d'aide jordanien ayant coûté la vie à 2 soldats israéliens du poste frontière. Le géant technologique américain Microsoft va investir 17 milliards et demi de dollars en Inde, son plus gros investissement jamais réalisé en Asie. L'annonce a été faite par son patron Satya Nadella sur X. Le patron de Microsoft a fait cette annonce après une rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi à New Delhi. Il a remercié d'avoir eu une conversation enrichissante sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle en Inde. La page AES dans un instant. AES, actualité. Le premier volet de l'actualité AES nous conduit au Burkina Faso, où le Fonds international de développement agricole FIDA, en collaboration avec le gouvernement burkinabé, a entrepris un projet pour permettre aux femmes d'accéder facilement à la terre. Après un an d'expérimentation,
Les acteurs ont procédé à une signature des ententes foncières pour une mise en œuvre réussie du projet. La signature est intervenue à Ba où des hommes ont cédé plusieurs dizaines d'hectares de terre à plus de 100 femmes. De Ouagadougou, les précisions de Alpha Yaya Traoré de la Radio nationale du Burkina Faso. Dans les villages de Ba, commune de Lena, ils sont 53 hommes à apposer leur signature sur un document pour matérialiser la cession d'une partie de leur terre à 105 femmes. Adama Milogo fait partie de ces hommes qui ont compris que cela ne cause aucun problème. Avant, nos papas nous disent que la terre n'est pas pour la femme. Mais actuellement, à nos jours, ta femme, c'est pour toi. Tes enfants, c'est pour toi. Tout est pour toi. Même si tu quittes la terre, là, c'est reste pour eux. Cette entente foncière n'a aucune valeur juridique, mais sécurise la terre exploitée par ces femmes et pourrait évoluer vers un APR. Saïdou Koudougou, secrétaire exécutif du groupe d'action et de recherche sur le foncier GRAF, partenaire de PAFA 4R. Le contenu de ces ententes-là, juridiquement, ce n'est pas opposable à tiers. C'est des accords locaux. C'est des ententes entre les femmes et leurs maris, entre les acteurs au niveau des familles. Et nous parlons couramment d'arrangements fonciers intrafamiliaux. Et donc, c'est des documents qui matérialisent l'acceptation des hommes à céder ces terres-là aux femmes pour des durées suffisantes pour qu'elles exploitent de façon durable et tranquille ces terres-là. Le FIDA souhaite qu'après cette signature, ces femmes appliquent les techniques de gestion durable apprises sur ces terres. Safoura Yankini, consultante à FIDA Burkina et coordonnatrice du programme Gender Mechanism Transformation. Le projet les a déjà formés sur les techniques de gestion durable des terres. Donc nous les encourageons pour pouvoir augmenter leurs revenus, améliorer leur autonomisation et aussi améliorer l'épanouissement de la famille. Selon le deuxième vice-président de la délégation spéciale de l'ENA qui représentait son PDS, cette entente entre dans la vision du président du Faso pour l'autosuffisance alimentaire, mais il invite ces femmes à ne pas faire de cette possession foncière un objet d'irrespect à l'endroit de leur mari. Le second volet de l'actualité AES qui nous amène au Niger, où le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique poursuit sa mission conjointe ministère, partenaires techniques et financiers dans la région de Dosso. Lundi, il était dans le département de Tibiri où, en compagnie du gouverneur de cette région, il a effectué plusieurs visites dans les formations sanitaires. De Niamey, les explications de Manu Elhadj Silo de la Voix du Sahel. Cette mission terrain conjointe du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, partenaires techniques et financiers qui rentrent dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire se poursuit activement dans la région de Dosso. Le département de Tibiri a constitué la deuxième étape où, en compagnie du gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, s'est rendu dans le village de Kundu pour apprécier les activités des relais communautaires qui offrent le paquet complet aux populations à travers la sensibilisation, les vaccinations de routine, l'orientation des femmes et des enfants vers les formations sanitaires et tant d'autres services qui ont permis de rehausser favorablement les indicateurs. Ensuite, il a mis cap sur la case de santé de Bankoula qui couvre une population totale de 2722 habitants répartis dans 3 villages. En faisant la présentation, le responsable de ce centre a soumis quelques doléances au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a sur place solutionné quelques-unes. Au niveau du CSI de Aholé, après la visite des locaux, il ressort de la présentation de cette formation sanitaire qui couvre 20 393 habitants répartis dans 14 villages avec 2 cases de santé que des efforts remarquables ont été consentis à tous les niveaux, ce qui leur a valu les félicitations et les encouragements du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le district sanitaire de Tibiri a constitué la dernière étape de ces visites où le médecin colonel-major Garba Hakimi a reçu un accueil de grand jour avant de s'intéresser aux différents blocs dont le pavillon de l'ophtalmologie, le camp de chirurgie foraine et le bloc opératoire mobile qui contribue pleinement à l'amélioration des prestations sanitaires au niveau de ce district en réduisant les évacuations. Place à présent à l'actualité nationale. À l'unisson avec la communauté internationale, le Mali a commémoré hier la Journée mondiale de lutte contre la corruption, un rendez-vous annuel qui interroge l'intégrité publique au cœur des institutions et de la société, reconduisant le thème de l'édition précédente, c'est-à-dire s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Notre pays réaffirme la place stratégique de sa jeunesse dans la refondation morale et citoyenne de la nation. Cette journée vise à éclairer l'opinion sur les efforts engagés pour combattre la corruption et la délinquance économique et financière,
tout en ravivant la confiance entre gouvernants et gouvernés à travers une vaste campagne de sensibilisation. Depuis la cité administrative où s'est tenu le lancement officiel, le ministre de la Justice et son collègue de la refondation de l'État ont rappelé les enjeux cruciaux de cette mobilisation nationale qui conditionne autant la crédibilité des institutions que l'avenir démocratique du Mali. Garibou Pérou. Dans la vie publique, un danger silencieux s'étend comme une ombre. La corruption n'est pas un accident, mais un système patient, méthodique, qui remplace la loi par la faveur, l'équité par la connivence et la transparence par le secret. Lorsqu'une société accepte deux règles, celle qui s'écrit et celle qui s'achète, c'est la fondation même de l'État qui s'effusure lentement et dangereusement. Bakary Traoré, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. En vue de juguler le fléau, il est apparu nécessaire de conserver et d'adopter une stratégie nationale de lutte contre la corruption assortie d'un plan d'action quinquennal. C'est dans ce cadre que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la transition chef de l'État, a approuvé le 21 septembre 2023 la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Les petites tolérances d'aujourd'hui ouvrent la voie au grand détournement de demain et les premières victimes restent surtout les jeunes, ceux qui n'ont ni réseau ni richesse à offrir. Corrompre, c'est confisquer leur avenir avant même qu'il ne commence. D'où l'appel lancé, s'unir avec la jeunesse contre la corruption pour forger l'intégrité de demain. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La célébration de cette journée se tient à un moment où notre pays est engagé dans un processus de refondation de l'État, nécessitant une rupture, voire un changement de paradigme dans la gestion des affaires publiques, tout en visant l'émergence d'un nouveau type de citoyens porteurs de valeurs d'intégrité, de probité, de loyauté, de patriotisme et de citoyenneté pour la construction d'une nation forte et prospère. Ennemi déclaré de la croissance, la corruption dévie les ressources qui devraient réduire la pauvreté et soutenir un développement durable. Elle coûte toujours beaucoup plus cher que l'honnêteté. Face à ces fléaux, les remèdes s'appellent transparence et modernisation. Cette cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption est l'expression éloquente de la volonté politique et de l'attachement des plus hautes autorités de la transition, en particulier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, à la lutte implacable et irréversible contre la corruption dans notre pays. Outre la poursuite des délinquants financiers, il s'agit de mettre l'accent sur le recouvrement des sommes et des biens colossaux sortant frauduleusement du patrimoine de l'État, limitant injustement les moyens d'action de l'État face à la demande sociale et à la préparation de l'avenir des jeunes. L'action combinée du pôle national économique et financier et de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués permettra, j'en suis sûr, de renforcer l'effet dissuasif de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Le produit du crime ne devant plus profiter à son auteur. La corruption mine les institutions et agit comme un impôt invisible, prospérant dans les zones grises où la vigilance s'endort. La combattre n'est pas l'affaire d'un seul gouvernement, c'est une responsabilité commune. Face à ces mal, la tolérance n'est plus une option. Il faut agir afin qu'il recule. Voilà, vous l'aurez compris avec ce jingle, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. Football, la Ligue européenne des champions poursuit son chemin avec la 6e journée qui prend fin aujourd'hui, avec des affiches alléchantes comme un certain Real Madrid-Manchester City. Sur le continent, la CAN au Maroc approche à grands pas et les regards sont tournés vers les sélectionnaires qui continuent à publier leur liste définitive pour la compétition. Et demain jeudi, la liste des aigles sera communiquée en direct sur la télévision nationale dans le journal de 20h par le sélectionneur Tom Saintfiet. L'analyse du journaliste sportif Baba Sissouma nous aidera à décrypter le genre de liste qui pourrait sortir. La synthèse de l'actualité sportive du jour, ce sera avec Ali Djoumatina. Football au plan national, nos deux représentants engagés en compétition africaine de clubs jouent leur match en retard de la première journée du championnat national Ligue 1 professionnel cet après-midi. D'abord à 16h au stade Mamadou Konaté, l'AS Real de Bamako, qui enregistre déjà 2 victoires en 2 rencontres, reçoit le champion sortant, le Stade Malien de Bamako, auteur d'un nul dimanche lors de son premier match de championnat de la saison 2025-2026. Juste après, au même endroit, à 18h, Afrique Football Elite Afé affronte le Djoliba Athletic Club, qui est pour le moment en difficulté.
en 4 rencontres officielles cette saison, Supercoupe du Mali, Coupe de la Confédération africaine de football et championnat, les Rouges de Bamako n'ont gagné le moindre match. 4 matchs, 4 défaites d'affilée et 0 but encaissés. C'est dire que la pression est sur les épaules de l'entraîneur ivoirien du Djoliba Athletic Club Bodo Mori et ses joueurs aujourd'hui contre Afé. Et le dimanche prochain, il y aura le choc, le derby de la capitale, le classico du football malien, Stade malien Djoliba Athletic Club. À l'occasion de la 4e journée, cela au compte de la manche allée du championnat national saison 2025-2026. Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les sélectionneurs des nations devant prendre part à la compétition continuent de dévoiler leur liste définitive. Le coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Imers Faye, a dévoilé sa liste marquée par la présence de certaines nouvelles têtes comme Bazoumana Touré d'Offenheim, Amad Diallo de Manchester United et Yann Diomandé de Leipzig. Plusieurs cadres champions d'Afrique sont retenus, mais il faut noter les non-sélections de Nicolas Pepe, Béni Traoré et surtout Simon Adingra, révélation de la dernière CAN. Le sélectionneur des Panthères du Gabon, lui aussi, a communiqué sa liste avec comme tête d'affiche Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, en très grande forme en ce début de saison. S'agissant de la liste des Aigles du Mali, elle sera publiée demain jeudi par le sélectionneur national Tom Saint-Fit en direct dans le journal télévisé de 20h de l'URTM 1. Le public malien attend avec impatience les joueurs qui seront retenus. Devrions-nous s'attendre à quel genre de liste? À cet effet, je vous propose d'écouter l'analyse de Baba Sissoumou, directeur de publication du journal Match, joint au téléphone par Mohamed Nama Keita. Je ne suis pas sélectionneur, mais quel type de sélection des Aigles pour la CAN Maroc 2025? Je dirais d'abord, il faudra une sélection équilibrée, de la défense à l'attaque en passant par le milieu, que l'ossature, le noyau des éliminatoires existe. On pense à avoir le maximum de joueurs compétitifs, fait sa sélection sans état d'âme. Mais le problème va être où Yves Bissouma, qui est le capitaine, il est en convalescence. Moi, pour l'équilibre du groupe, il doit être là pour les vestiaires. Il y a un certain Amari Traoré, l'ancien capitaine qui vient de faire son retour en sélection. Son arrivée peut faire un peu d'union autour des supporters des Aigles. Beaucoup de Maliens ne croient pas beaucoup en cette sélection. Quand on ne s'attend pas à eux, ils nous surprennent. Et j'espère qu'ils vont nous surprendre, mais disons-le, on n'est pas favori, on est outsider. Nous restons avec Baba Sissoumou qui nous donne son point de vue sur le changement intervenu par rapport à la libération des joueurs pour rejoindre leur sélection. C'est une situation à deux niveaux. Je pense que la première faute revient d'abord à la FIFA. C'est du fait de la FIFA que la CAF a fait un glissement du délai de la compétition. Et je crois que cette même FIFA devrait au moins trouver un planning pour que les sélections nationales africaines aient leurs joueurs dans un timing raisonnable. Face à la réalité maintenant, et comme les clubs payent cher les joueurs, ils ont demandé à l'UEFA de limiter le délai de libération. Alors, cette doléance a été prise en compte par la FIFA. J'accuse en second lieu la CAF. Si c'était le temps de feu Issa Hayatou, qui est charismatique en ce genre de situation, allait demander déjà qu'on mette les choses dans leur contexte. En tout cas, c'est un gros problème. C'est dommage, mais on est devant le faire accompli. Et c'est toutes les sélections qui se dérangent. Les sélections auront leurs joueurs, c'est à partir du 15 décembre. La CAN commence le 21 décembre. Pratiquement 6 jours. Quelle préparation! Et comme c'est pour toutes les sélections, je dis que c'est un moindre mal. Ça veut dire que c'est tout le monde qui n'aura pas la bonne préparation. Ligue européenne des champions pour terminer. La 6e journée prend fin ce mercredi avec 9 oppositions, entre autres Club Bruges, Arsenal, Athletic Bilbao, Paris Saint-Germain et Real Madrid, Manchester City. Déjà hier au compte de cette 6e journée, plusieurs favoris des différentes rencontres du jour, à savoir le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Tottenham, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco se sont imposés. Par contre, quelques surprises ont été enregistrées. La défaite de Chelsea en Italie 2-1 chez Atalanta Bergame et celle de l'Inter Milan à domicile 1-0 face à Liverpool. Chronique de l'environnement. Alors que la saison sèche s'installe et que les premières fumées s'élèvent déjà dans certaines zones rurales, la question des feux de brousse revient avec acuité. Ce phénomène souvent banalisé constitue pourtant l'une des principales menaces pour les écosystèmes sahélo-soudaniens et les moyens d'existence des populations.
Face à la récurrence des incendies, la prévention apparaît comme la seule voie durable pour protéger les ressources naturelles et renforcer la résilience communautaire. Prévenir au lieu de guérir, la réponse durable au feu de brousse, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Le constat est sans appel. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts, de pâturages et de terres agricoles partent en fumée, compromettant la fertilité des sols, l'équilibre écologique et la sécurité alimentaire. La pression démographique, l'extension des zones de culture, l'insécurité et certaines pratiques traditionnelles amplifient les risques. Toutefois, les populations restent loin d'être démunies. Abdul Karim Samakedi Badi, initiateur de Kungoso. Comme système d'alerte précoce, en son temps, nous avons eu à utiliser les sifflets. Et quand j'avais des pare-feux autour de Kungoso, j'ai même utilisé le système de pétards, enfui par endroits. Et que même quand les gardiens dormaient et que la nuit, ils entendent les pétards dont le bruit est différent du bruit du coup de feu. Mais aujourd'hui, c'est à travers le système de téléphone que le plus souvent, les chasseurs communiquent à propos de feux de brousse. Et les cellulaires étant disponibles dans toutes les contrées aujourd'hui du Mali, même avec le système de réseautage, on peut prendre des images et envoyer rapidement. Les services forestiers tentent de renforcer cette dynamique. Des patrouilles saisonnières sont déployées, des campagnes de sensibilisation sont menées dans les langues locales et des dispositifs d'alerte sont mis en place. Colonel Lagabe Maïga, directeur régional des eaux et forêts de Bandiangara. La solution la plus pérenne, on ne cessera jamais de le dire, c'est le citoyen modèle, c'est la citoyenneté. En ce sens que nous devons comprendre que les dangers peuvent venir de notre comportement, de notre négligence vis-à-vis de notre forêt. Mais en termes de dispositions techniques, nous préconisons quand même qu'au niveau de nos zones sensibles, là où par exemple il y a les peuplements purs de nos formations naturelles, et là où il y a des habitats de faune qui sont reconnus par tous, là où il y a des grands pâturages, des zones de pâturage qui sont reconnues, en collaboration avec les services de l'élevage, qu'on puisse mettre quand même des pare-feux autour de ces infrastructures. Dr Bougouna Traoré, directeur régional des eaux et forêts de Mopti. Par rapport aux solutions durables, en un premier lieu, le changement de comportement de chacun de nous, de chaque communauté, de chaque citoyen, dans son milieu, dans son environnement, est très déterminant. Donc le changement de comportement est très déterminant. Et cela pourrait nous permettre de minimiser les causes. Une fois que les causes sont minimisées, je pense qu'on gagnerait en temps. Mais aussi, en second point, nous devrons nous en tenir au contenu, aux dispositions de l'arrêté qui précise la mise à feu précoce. Donc, en dehors de cet arrêté, je pense que si les gens doivent faire le feu précoce, ils peuvent le faire. Mais en dehors de ces dispositions, vraiment, s'il n'y a pas lieu de faire le feu pour détruire la nature, il faut carrément arrêter. Nous devrons respecter les textes pour pouvoir mettre ce feu à la brousse. Face au feu de brousse, agir après la catastrophe ne suffit plus. Prévenir, anticiper et impliquer les populations, telle est la voie durable pour protéger les paysages, les ressources et l'avenir des communautés rurales. La brousse que l'on sauve aujourd'hui est l'héritage que l'on transmet demain. À cette heure passée de 28 minutes à Mbera, dans la commune de Soni, à Libère, à Gao, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daou. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Aïssata Saliou Maïga. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiquer avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite des programmes sur l'ORTM.